Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Le sommaire d'aujourd'hui, on va commencer comme toujours les Guinéens. D'ailleurs, Chelsea discute avec Sekou Guirassy pour l'été prochain. Le club londonien aurait entamé des discussions avec l'attaquant guinéen et serait prêt à lever sa clause libératoire fixée à 50 millions d'euros. L'information nous vient de Bild. De l'autre côté, libération tardive des joueurs pour la CAN 2025 en repoussant d'une semaine du 8 au 15 décembre la date de libération des joueurs. L'instance internationale a justifié sa décision par des consultations fructueuses destinées à limiter les contraintes pour les clubs. Une formulation qui n'a pas convaincu les entraîneurs du continent, pas d'ailleurs les entraîneurs, il y a aussi les journalistes et plein d'autres nombreux à dénoncer et manque de considération envers leur équipe. On en parlera dans cette émission. Après, Premier League, Arsenal tombe à la dernière minute face à Aston Villa, bousculé par Aston Villa. Justement, Arsenal s'est fait surprendre par dans les toutes dernières secondes à Villa Park samedi sur un but d'Emiliano Buendia, 2-1. Les Gunners concèdent leur première défaite depuis fin août. Liverpool reste aussi malade. Ce samedi soir, Liverpool a confirmé que son renouveau demeure très relatif alors que les Reds menaient au score à Leeds 2-0 puis 3-2. Ils ont finalement concédé un match nul, 3 buts partout dans le temps additionnel. Dans le cadre de la 15e journée de Premier League, ils stagnent à la 8e place du classement. Pas Première Liga, justement, on va parler aussi de la Liga. Le Barça fait le spectacle grâce notamment à un triplé de Ferran Torres. Le FC Barcelone s'est imposé chez le Betis Séville 5-3 ce samedi en Liga. Pour finir, le Real Madrid chute à domicile contre le Celta Vigo. Le Real Madrid a vécu une sale soirée ce dimanche en chutant à domicile contre le Celta Vigo 2-0 et en perdant encore un défenseur et d'Arbilitao sur blessure. Les Madrilènes qui ont terminé à 9-11 laissent le Barça s'envoler en tête de la Liga avec 4 points d'avance. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ça. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce plateau, il m'a manqué, franchement. Et ces visages-là m'ont manqué. Mes jeunes chroniqueurs exceptionnels qui n'ont pas la langue dans la poche. Quand on ne parle pas de Manchester United ou qu'on ne parle pas du Barça. Justement, on va commencer par le doyen d'aujourd'hui. Il est juste à côté. Mohamed Passi Bangoua. Bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Après une longue absence de Hassan, tout de même. Ouais, tout de même. D'abord, on vous souhaite du moins... En tout cas, sinon tu risques, il faut bien prononcer les mots. Le pronom personnel, voilà. On vous souhaite la bienvenue dans cette émission et que votre arrivée a été vraiment sanctionnée par une défaite aussi triomphale et humiliante du Real Madrid. C'est bon, on laisse comme ça. Avec des cartons rouges. Bonsoir à vous et bonsoir à ces millions de fans de Real Madrid, évidemment. Je suis le gars qui censure le plus dans le monde, on verra. De l'autre côté, on a Souabou Diakité, élégant comme toujours. Bonsoir et de vous retrouver dans cette émission. Pour la petite passe, bonsoir à Hassan et heureux de vous retrouver. On va dire bon retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste à côté, on a le big boss de la boîte, de l'émission. Le monsieur qui a des sources partout. Je te jure, la dernière fois que j'ai regardé l'émission, il citait des sources de part et d'autre, mais c'est normal. C'est important de faire des investigations. Mara, bonsoir et de vous avoir dans cette émission. Merci, bonsoir Hassan et bienvenue. Heureux de vous retrouver à nouveau. En tout cas, moi je suis heureux d'être là et on va commencer cette émission avec un Guinéen et pas n'importe lequel. C'est Sekou Guirassy. On va aller avec vous en Diakité. Selon Bild, Chelsea s'active pour arracher un Guirassy. Est-ce la nouvelle
Oui, ce sont ces informations qui circulent ces derniers temps. Il y a eu également d'autres médias qui l'ont relayé. Chelsea serait prêt quand même à lever la clause libératoire de Serhou Guirassy qui s'élève à 50 millions d'euros. Maintenant, certains disaient que c'était pour le mercato hivernal qui approchait. D'autres parlent du mercato d'été. On attend de voir ce que ça va donner rapidement. C'est là que ça coince. Et effectivement, estival ou hivernal. Oui, on estime que Guirassy n'est pas totalement content actuellement dans son club. Donc peut-être que si la porte s'ouvrait dès maintenant, peut-être qu'il pourrait partir, sachant que Chelsea est encore en difficulté, se cherche sur ce plan-là, il n'y a pas un véritable attaquant. Et Chelsea qui semble être pratiquement décroché en Première Ligue, même s'il y a quelques échecs en tête. Mais après, en tout cas, si ça ne se fait pas dans ce mercato hivernal, ça pourrait se déclencher lors du mercato estival prochain. Mais attention, il n'y a pas que Chelsea sur la piste, il y a d'autres clubs aussi qui se pointent. Manchester United, le Barça aussi qu'il ne faut pas oublier, mais aussi le Paris Saint-Germain et Arsenal. Alors, on sent que ce Guirassy-là, il n'est plus heureux à Dortmund. Il suffit juste de voir son dernier match avec cette équipe passée. Oui, il est temps de partir parce que là, il est dans un environnement où il est quasiment marginalisé. Moi, je dirais un environnement hostile. Voilà. Tout est contre lui maintenant, Guirassy. Voilà, donc, mais il contredit tous ces couloirs qui sont contre lui, tous ceux qui se préparent dans les vestiaires contre lui. Quand il sort sur le terrain, il démontre carrément qu'il est un grand joueur. Il se met au-dessus de ses imperfections venant des uns et des autres. Moi, je trouve qu'il est temps de partir parce que, voilà, en tout cas, c'est une très bonne offre qui déjà pointe à l'horizon pour lui et pour le monde sportif guinéen qui souffre derrière Guirassy parce qu'il est en train de jouer dans un club où le monde entier a vraiment applaudi que voilà, c'est vraiment un environnement pour lui où il va vraiment s'illustrer. Mais le contre se produit carrément dans ces derniers temps. Il tombe dans les mains d'un entraîneur véritablement qui s'oppose carrément à son profil de jeu, qui s'oppose carrément à ses qualités de jeu. Alors il est temps de partir. Alors c'est super sérieux parce que selon Bill, Chelsea a entamé des discussions avec le joueur pour dire qu'ils sont prêts à dépenser les 50 millions d'euros pour la clause libératoire. Je veux juste que le joueur accepte là. Oui, bien sûr, il ne reste que cela et pourquoi pas maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que Guirassy n'a que 29 ans. Bon, pas que, mais il a 29 ans et alors c'est moi je pense une bonne opportunité pour lui de retourner voir de l'autre côté dans notre championnat pour pouvoir dresser tout encore ses statistiques, son palmarès, il en a besoin. Et qui sait si le Dortmund ne s'y opposerait pas, parce qu'il reste tout de même l'un de ses piliers phares offensivement. C'est pour cela qu'il existe la clause libératoire, ces 50 millions d'euros. Est-ce que, comme il a dit, Dortmund peut s'opposer à un départ de Guirassy? Non, je pense pas. Déjà, Dortmund, c'est pas un club qui est fait quand même pour recaler les joueurs. Quand il y a de très bonnes offres sur la table, ça se passe quasiment vite. Mais après, ça dépendra de Serhou Guirassy. Ce que moi, j'ai envie de dire, c'est qu'il est à un âge maintenant où en tout footballeur, à cet âge-là, 28, 29, 30 ans, où il a l'opportunité d'avoir quasiment le contrat qui ferait basculer sa carrière parce que il a signé au Borussia Dortmund, mais c'est pas comme s'il gagnait des gros millions. Et en signant à Chelsea, on sait quand même qu'il va toucher beaucoup de chèques. Donc, sur le plan sportif, c'est aussi une opportunité. Pas que les chèques. Voilà, sur le plan sportif, c'est une opportunité pour lui parce que Chelsea joue, encore une fois, les compétitions européennes et joue normalement, devrait se battre pour le titre. Et ils ont besoin aussi d'un joueur qui pourrait être la tête d'affiche de leur équipe, même s'il y a des mecs comme Cole Palmer. Mais aujourd'hui, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan financier, ça serait une opportunité à saisir pour Serhou Guirassy. Maintenant, on n'est pas dans sa tête. Après, c'est à lui de prendre la décision. Il est conscient de ce qu'il traverse actuellement du côté du Borussia Dortmund. C'est quand même une équipe championne du monde, championne d'Europe. Oui, sauf que là où il est également, il y a 2 saisons, ils étaient vice-champions d'Europe. Donc, c'est aussi un très grand club. Maintenant, à lui de décider si ce sont il est temps de quitter le Borussia Dortmund. Et c'est à lui maintenant de prendre cette décision. Mais ce que je lui conseillerais personnellement, comme il l'a dit Passy, je pense qu'il est quand même grand temps pour lui de partir parce que moi j'étais le premier à vouloir qu'il reste du côté de Borussia Dortmund parce que je supposais qu'il avait mené cette équipe vers le haut. Il les a qualifiés à lui tout seul la saison dernière en Ligue des Champions en fin de saison et malheureusement
cette saison, ça n'a pas été la même chose avec notamment ce changement d'entraîneur. Niko Kovac qui est arrivé. Et, certes, il fait jouer Guirassy, il joue, mais il n'est pas totalement épanoui dans cet effectif-là. Il reste tout de même l'un des éléments incontournables de cette attaque, comment je peux dire, du Borussia Dortmund. Merci. Donc, moi, je pense qu'il devrait penser à au moins terminer la saison avec lui. Pour pouvoir retrouver d'autres opportunités lors du prochain mercato hivernal. Oh, justement, parce que si c'est la question, est-ce que c'est les judicieux de partir maintenant de Dortmund alors qu'on est dans le milieu du championnat? Parce que beaucoup de joueurs finissent mal quand ils partent dans le milieu du championnat. Ça dépend du temps de jeu qu'il va négocier véritablement avec son équipe managériale au club où il va atterrir. Sans doute il va jouer titulaire avec Chelsea. Parce qu'il n'y a pas de pointe. Mais il ne met pas Guirassy sur le banc. Non, supposons parce que chaque entraîneur a son plan de jeu, mais il est temps pour lui en tout cas de quitter au sein de ce club. Maintenant, parce que vous ne craignez pas qu'il quitte ce club et qu'il tombe dans des travers ou dans l'obscurité totale? Je n'ai aucun doute sur Guirassy, ce qu'il propose en tant que joueur dans l'axe et ce qu'il propose en tant que sur mais le championnat anglais est différent. La fluidité de ses résultats dans l'axe, dans la surface de réparation. Pour moi, s'il quitte au sein de Dortmund maintenant là, et qu'il arrive également en janvier du côté de Chelsea, il va forcément retrouver les automatismes. À moins qu'on ne lui permet pas sur un temps de jeu. Et le temps de jeu dans le transfert aussi se dispute. Parce que généralement, il y a d'autres qui vont se fier à ces clauses libératoires, à ces bonus sur, en tout cas, le transfert pour pouvoir utiliser cela en attendant dire aux joueurs de s'entraîner, attendre la saison prochaine. Voilà un tout petit peu. Mais si, au fond du dossier, ils disent oui, il part à Chelsea, mais véritablement, il va retrouver carrément voilà, sa surface de titularisation et voilà, ça va se disputer et moi je sais que Guirassy face à ce milieu de terrain de Chelsea, il va vraiment s'en sortir. Vous n'êtes pas d'accord? Pour moi, tout est une question de timing. C'est vrai que c'est possible pour lui de quitter en ce mois de janvier, de signer à Chelsea et de faire une deuxième partie de saison exceptionnelle, comme l'a fait par exemple Omar Marmouche, qui est aussi venu de la Bundesliga et qui signe à Manchester City. On a vu, il a connu quand même une seconde partie de saison magnifique. Mais après, ça peut être une réussite comme un échec. On ne sait pas. Beaucoup n'ont pas réussi. Oui, c'est une question de risque quand même. C'est pourquoi les grands joueurs, ils n'aiment pas totalement ces mercato hivernal parce qu'ils pensent que les transferts qui se font lors du mercato hivernal ne leur aident surtout pas parce que tu n'as pas participé à la préparation de saison avec le club. Il y a ce problème d'automatisme qui va s'installer et le changement de langue, même si Guirassy il parle bien anglais, mais après la Première Ligue c'est un nouvel environnement, ça serait un nouvel environnement ça se ressemble pour lui. Pas un peu pour vous la Bundesliga et la Première Ligue? Non mais il y a une sorte de ressemblance sur le plan offensif parce que c'est spectaculaire en Première Ligue, c'est aussi spectaculaire en Bundesliga, mais en termes d'exigence, d'intensité, de pression surtout, et du travail, et avec des clubs comme Chelsea qui sont surmédiatisés, qui dépensent beaucoup et qui ont tout de suite besoin de résultats. Donc moi je pense que quand il signe dans un tel club, il va falloir le faire à l'intersaison, faire toute la préparation avec le club, se familiariser déjà avec ses coéquipiers, après commencer la saison avec les fans plutôt que de venir en milieu de saison et de devoir s'attirer quasiment toute cette pression qu'il y a autour du club. On connaît Chelsea, ils ont beaucoup dépensé, mais jusque-là, c'est pas le début de saison idéal pour le club. Ils sont certes champions du monde, mais c'était une compétition qui s'est jouée sur quasiment un mois où il n'y avait pas beaucoup de préparation. Une première édition, il y avait moyen de profiter, de remporter, ils l'ont fait. Mais en Première Ligue, c'est là où on les attend. Chelsea, ils n'ont pas été champions quasiment depuis 2017 et ils n'ont pas été dans la course au titre depuis très longtemps. Donc pour moi, je souhaiterais quand même s'ils devraient venir à Chelsea, que ça soit quand même à l'intersaison plutôt qu'en milieu de saison. Ça sera bien pour Guirassy parce qu'on voit qu'il n'est plus heureux et surtout que son gars rival est en train de créer un grand fossé entre lui et Guirassy. Je parle d'Harry Kane qui la dernière fois a marqué un triplé contre Stuttgart, l'ancien club de Serhou Guirassy. Tout ça, ça joue dans la tête du joueur ou pas pour vous? Oui, bien sûr que ça va jouer. Ça reste un compétiteur après tout. Il doit forcément avoir les yeux sur ses adversaires de l'autre côté, dans d'autres clubs. Donc il doit, comme l'a dit Chouaib tout à l'heure, il doit essayer
de se relancer dans un autre championnat, aller titiller. Surtout qu'il ne figure pas parmi le top 5 des meilleurs buteurs de la Bundesliga. C'est une première depuis qu'il est venu à Dortmund. Tout de même. Bien sûr, il devrait. C'était 2 saisons consécutives quand même où il a terminé 2e meilleur buteur de Bundesliga. Ces saisons, on pensait quand même avec le début de saison qu'il a connu qu'on allait partir sur les mêmes bases, mais malheureusement avec ces problèmes qui ont éclaté entre guillemets, c'est vrai que beaucoup ne considèrent pas comme si c'était un problème, mais nous qui observons, qui suivons Serhou Guirassy, on sait clairement qu'il y a quelque chose qui ne marche plus entre lui et son entraîneur. Déjà, le fait qu'il n'est plus au centre des débats quand il s'agit de tirer les pénaltys, ça prouve à suffisance le statut qui a changé entre guillemets sous les yeux de son entraîneur. Et donc, oui, pour moi, c'est il y a des matchs où il n'est pas capable de marquer des buts dans le jeu, mais quand il y a ces pénaltys-là, il peut se relancer. C'est l'attaquant numéro 1. Il n'a pas de véritable remplaçant. Et c'est à vous de le mettre en confiance pour que vous atteigniez vos objectifs. Alors, c'est qu'on craignait. Ce penalty-là, retiré à Guirassy, on te disait, il est fort mentalement Guirassy, tout le monde le sait. Mais après, derrière, on se dit, écoutez, c'est quand même un humain, Guirassy. C'est un humain, il a des émotions et quelque part, ça doit jouer dans sa tête et il doit se poser des questions et il doit le faire naturellement. Parce que être le meilleur buteur, en tout cas l'un des piliers phares de cette attaque du FC. Et Soyebois, il a tout à fait raison. Ce penalty-là, c'est le déclic de tout. Bien sûr, déclic. Pourquoi retirer le penalty à Guirassy pour le donner à un défenseur, Ben Sebaini, voilà. Ben Sebaini qui est venu tirer ce penalty et déjà qu'il a pris le ballon, ce n'est plus la peine de le retirer, alors que c'est un des piliers phares de cette équipe. Donc, avec ses stats, actuellement, il a 9 buts dans 19 participations et 4 passes décisives. On sent réellement les Guirassy dans 2 saisons en arrière et maintenant, on sent un décalage. Et ça se sent, c'est travaillé à travers les émotions. 2 saisons exceptionnelles avec Stuttgart. Une saison magnifique avec tout le même Dortmund. Son langage corporel dans les matchs, on sent clairement qu'il n'est pas épanoui. Même quand il a signé un doublé il y a 2 semaines, on a vu sa célébration, il n'a pas explosé de joie. Il a juste exprimé parce que quand on marque, oui, il faut peut-être célébrer un peu. Mais on le sent dans son langage corporel qu'il n'est pas heureux. Et peut-être que c'est pas seulement son entraîneur, c'est peut-être aussi les joueurs qui l'entourent ne font pas le mieux pour le mettre dans de très bonnes situations. On l'a souvent reproché à certains joueurs qui préfèrent être solistes, les Karim Adeyemi, qui ne sont pas beaucoup plus collectifs par rapport à Serhou Guirassy. Et donc ça aussi, ça peut poser de problèmes quand on ne se sent pas totalement investi. C'est le même cas, peut-être qu'on en parlera dans notre club en Première Ligue où il y a un grand joueur aujourd'hui qui n'est plus au centre du projet de son club. Et souvent, quand il y a ces problèmes-là, ça peut poser beaucoup de coups sur la tête des joueurs. On est des humains, comme vous l'avez dit, donc il peut y avoir des périodes de doute. Il y a beaucoup de clubs aujourd'hui, de très grands clubs, qui tournent autour de Guirassy aussi quelques-uns. On a United, Chelsea, on a le Barça, on a le Paris Saint-Germain, pour citer que ceux-là. Mais est-ce que le bon choix, c'est Chelsea? Oui, la dernière fois. S'il accepte, s'il accepte, la dernière fois on le discutait ici, on dit que Chelsea pourrait être le choix probant pour sa carrière ou peut-être destination la Ligue 1, c'est-à-dire en France. Pourquoi pas si? Parce qu'il y a le Barça aussi qui est noble, il y a Paris Saint-Germain, tout de même. Le dernier recours où on a aussi, d'ailleurs, on a fait plébiscité, d'ailleurs, c'est au sein du Barça, où on parlait de la configuration de ce milieu de terrain qui, carrément, vont être ici pour son service. Alors le Barça a besoin des qualités de Guirassy tout de même. Tout à fait. Un attaquant qui ne pointe pas juste, mais qui assiste dans le jeu. Donc, tout de même, le Barça, il a tous fonctionné comme ça, avec David Villa, Ibrahimovic, avec Samuel Eto'o et tant d'autres. Voilà. Alexis Sanchez et autres. Voilà. De l'autre côté, il y a ce hic espagnol, souvent qu'on crie également à la Hola sur d'autres joueurs africains qui vraiment n'ont pas accepté de jouer avec leur championnat. On ne rentre pas d'ailleurs dans cette histoire qu'on en sait trop avec les joueurs qui ont passé par là. Sinon, ils ont même voulu quelquefois grincer contre même Moriba quand il a refusé de jouer pour l'Espagne. Donc, il va falloir que son équipe aille vraiment dépister tous ces problèmes s'il doit aussitôt accepter l'offre du Barça. Mais pour moi, l'Angleterre a aussi, en tout cas, un environnement très propice pour ça. La destination pour l'Angleterre, Chelsea, meilleur ou pas? Ou Manchester United, parce qu'il y en a deux. Il y a United, il y a Chelsea. Pour moi, le maillot jaune et noir lui va mieux quand même par rapport au bleu. Mais ça reste un choix sportif. Mais pour être honnête, s'il doit quitter quand même le Borussia Dortmund, pour moi, la meilleure destination aujourd'hui, c'est Chelsea. Ouais. Je le dis ouvertement. Ou le Paris Saint-Germain, comme je l'avais dit la dernière fois. Pour moi,
je ne le vois pas trop s'épanouir aussi à Manchester United parce qu'on sait que c'est un club où il y a beaucoup de pression aujourd'hui. L'entraîneur n'est pas serein. C'est quand même un gros budget, Manchester United. C'est un gros budget, mais après, est-ce que c'est aujourd'hui l'environnement qui pourrait permettre à Guirassy d'atteindre ses objectifs personnels, l'envie de remporter le Ballon d'Or africain? Parce que pour moi, il l'a mérité quasiment lors de ces 2 dernières saisons. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Cette saison, certes, il y avait Hakimi qui était monstrueux, mais la saison d'avant, il le méritait clairement. Il ne l'a pas eu parce que quelqu'un a fait un triplé lors d'une finale et que lui, il n'a pas remporté de titre. Malheureusement pour lui. Donc pour moi, quand il signe à United, aujourd'hui, c'est mon club de cœur, c'est vrai, mais je ne pense pas que Manchester United soit capable aujourd'hui de l'offrir ce que lui il veut personnellement. Alors, le choix pour vous, Chelsea, avant de clôturer. Chelsea, ce serait une belle proposition, déjà un bon élan pour sa carrière. Déjà que Chelsea propose de se conformer à ses exigences lucratives, donc ils peuvent le payer alors que le Borussia Dortmund le paye en salaire annuel de 9,43 millions d'euros. Voilà, c'est pas donc, petit, 9 millions par an. C'est pas petit, 9 millions d'euros. À Chelsea, il pourrait... Un numéro qui prend 20 millions à United. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans son intérêt, dans ses cordes, alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas, en tout cas, on souhaite bonne chance à notre Serhou Guirassy. On espère qu'il va trouver un club où il va exploser. Il va nous ramener le 2e Ballon d'Or guinéen, parce qu'on n'en a qu'un seul, Chérif Souleymane. On espère qu'un jeune va essayer de battre aujourd'hui l'obscurité et aller nous chercher le 2e Ballon d'Or pour la Guinée. On va continuer cette émission et c'est le débat de ce soir, libération tardive des joueurs pour la CAN 2025. On va en parler dans cette émission parce qu'il faut en parler en repoussant d'une semaine de 8 au 15 décembre la date de libération des joueurs. L'instance internationale, qui est la FIFA, a justifié sa décision par des conclusions fructueuses. Diakité, je ne comprends pas. Est-ce qu'on ne devrait même pas... Pas du tout, je comprends pas. Est-ce qu'on ne devrait pas appeler cette instance la FICAF au lieu de la CAF? Franchement, je comprends rien du tout. Pour moi, franchement, c'est quand même une honte pour Motsepe et quasiment la CAF de se faire utiliser comme ça par la FIFA. Je pense que le marionnettisme de la FIFA aujourd'hui pousse la CAF à se plier à ses caprices en subalterne qui n'a pas de mots à dire. Et aujourd'hui, on réduit la CAF, je ne sais pas, à une sorte de... C'est comme si quand on a une boîte où il y a beaucoup de pierres et qu'on a une place qui n'est pas remplie. Ils sont dépendants de la FIFA tout de même. Non mais on prend en neuf, on dépose à cet endroit-là. Oui, ils sont dépendants de la FIFA, mais il faut pas aller jusque-là. Il faut le savoir, on prend un neuf, on le met. Maintenant, l'œuf en question, quand il tombe sur une pierre, c'est lui qui se casse. Et quand une pierre lui tombe dessus, c'est lui qui se casse. Dans tous les cas, c'est l'œuf qui perd. Et c'est le cas aujourd'hui de la CAF face à la FIFA. Le manque de respect pour moi qu'il y a. Vous imaginez une fois où on organise, on prend cette Coupe du Monde des clubs, on le met dans une année impaire, une année à laquelle la CAN devrait se jouer, parce qu'on parle de CAN qui devrait normalement se jouer au mois de juin 2025 et non en fin d'année. Aujourd'hui, à cause de la Coupe du Monde des clubs, on accepte de déplacer la CAN. On décale la CAN, on l'amène au mois de décembre et après, qu'est-ce qu'on nous sort? On dit les joueurs viendront quasiment à 8-6 jours du début de la compétition. Avec quelle préparation? Est-ce que la FIFA pourrait le faire à une compétition comme l'Euro ou bien comme la Copa América? Je ne pense pas. Ils vont jamais oser le faire. Est-ce que surtout que moi je place la CAN devant la Copa América. Est-ce que la FIFA devant même l'Euro? Pour moi personnellement, est-ce que la FIFA pourrait mettre une compétition comme la Coupe du Monde des clubs dans une année à laquelle l'Euro doit se jouer? J'imagine que non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que représente réellement la CAF? C'est parce qu'il y a des petits margouilles de la part de Gianni Infantino qui fait les yeux doux, qui donne des mots doux dans les oreilles de la CAF et certaines fédérations aussi de l'Afrique qui acceptent tout ce que propose cette FIFA. À cause des bonus qui viennent de la FIFA. Peut-être ça. C'est inacceptable. Il faudrait que s'ils sont incapables de gérer cette instance-là, qu'ils laissent la place aux personnes qui sont capables de prendre des décisions, parce qu'aujourd'hui, c'est à cause de tout ça que les clubs européens ne prennent plus en considération une compétition comme la CAN et se foutent désormais des joueurs comme le faisaient dans les années précédentes. On se disait que la donne avait changé, que les joueurs étaient beaucoup plus respectés, mais on est en train de se retourner encore vers la cage des... Alors, coup de gueule ce soir sur la FIFA, parce qu'il faut le faire. On peut dire que c'est un manque de respect. Total.
Ben, il faut saluer la bravoure et le leadership de Gianni Infantino, que moi je respecte. Oui, mais beaucoup. quelle bravoure Non, mais il a été mais je leader. comprends pas, Pastis, ce soir. Vous serez étonné. Vous serez étonné. Allez-y. Mais comment se fait-il un dirigeant qui écope toute une instance de football africain, te laisse berner? Vous n'êtes pas non seulement sur le même continent, vous n'avez pas les mêmes prérogatives. Certes, vous êtes dans le même business de football. Mais alors, il faut saluer l'autre. Hein. On peut ne pas aimer le lion, mais il faut respecter... Gianni Infantino, c'est le patron. C'est le patron. Oui, du football. Donc, il faut reconnaître mondial. que notre CAF, la Confédération africaine de football, est moribonde. Elle est carrément à terre. Elle est sans décision. Depuis belle lurette, ça fait près de 3 ans, on est en train de parler, de flinguer de cette CAF-là. Mais du jour au lendemain, à chaque prise de décision ou à la veille de chaque grande compétition, joue continentale ou intercontinentale, voilà, c'est des bourdes à répétition qui sortent également dans les rouages de cette Confédération africaine de football. C'est pourquoi moi, ici, je suis en train de saluer Gianni Infantino. Vous vous rappelez combien de fois encore il a été à la hauteur, si vous me permettez de faire cette brèche, tendre un prix Nobel de la paix à Donald Trump. Voilà un tout petit peu l'homme éveillé, l'homme qui déjà, sinon ça sert à quoi? Moi je comprends pas, patient. Des fois il fait, non, tu nous sors des yeux doux. Oui, après, il est intelligent, c'est parce que il sait caresser tout à son faveur. Et aujourd'hui, le monde entier est en train de courir derrière cette Coupe du Monde à 48 pour une première fois. Alors, s'il faut donner le temps aux joueurs, mais Gianni Infantino passera par 1000 politiques, par 1000 manières pour mettre pression également à tout. Comme l'a dit Schweib, parce que là, c'est de l'affairisme, parce que là, c'est un opérateur économique, c'est un businessman qui est à la tête de notre instance africaine de football. Le coup de gueule, il ne peut pas s'arrêter. Vous avez tout à fait raison. On va aller avec, comment dire, je voulais dire, on va aller avec, bien sûr, en tout cas, c'est le football africain qui est touché là. Ouais. Libérer les joueurs le 15, alors que la CAN commence le 26 pour une préparation. Le 21 pour une préparation, c'est quand même compliqué. Imaginez, le 15, il reste combien de jours pour ces joueurs-là de se préparer. C'est quand même un coup dur pour la Coupe d'Afrique des Nations et coup dur pour les pays africains. Bien sûr, et le message est clair. Le message de la FIFA, il est clair, il est catégorique. Ce qui dit qu'il privilégie carrément les intérêts économiques et sportifs des clubs européens au détriment des coupes nationales africaines. Donc voilà, comme l'a dit Passi Bangoura tout à l'heure, il a raison, c'est un businessman. Tout ce qu'il lui rapporte est bénéfique pour lui. Un businessman qui tue le football africain. Bien sûr, ça tue le football. À partir du moment que nous sommes dépendants, nous sommes totalement dépendants de la FIFA et obligés de se conformer à leurs décisions. Donc on est impuissant face à cette situation, on ne peut que le subir. Et les clubs qui ont des joueurs dans ces équipes nationales, qui ont des clubs, des joueurs dans ces clubs, nous disposons de ces joueurs qu'à partir du 15. Donc ils n'auront pas le temps de jouer les matchs préparatoires pour pouvoir entamer cette Coupe d'Afrique des Nations dans les normes. Est-ce qu'on a le choix? Non, mais on a clairement le choix. C'est l'impuissance et l'incompétence de la CAF qui nous pousse, qui nous amène tout. Là où je comprends pas si, c'est pas parce qu'il veut pas tomber sur Gianni Infantino, mais ce qu'il veut révéler, c'est que la CAF est incompétente et a été impuissante face à des décisions. Moi, j'insiste là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, la FIFA peut se permettre de prendre une certaine décision face à l'UEFA? Je pense que c'est non, parce que déjà, il y a ce conflit de leadership, de statut entre les deux. L'UEFA, aujourd'hui, c'est juste parce que ça relève de l'Europe, mais aujourd'hui, l'UEFA pourrait se permettre de dire que oui, on est capable de regarder, même financièrement, la FIFA dans les yeux. Et c'est ce que Gianni Infantino a envie de remédier. Il crée des compétitions par-ci, par-là. Ils autorisent des compétitions comme la Coupe arabe qui génère beaucoup plus d'argent. Et il veut tellement se positionner qu'on parle même de Coupe du Monde tous les 2 ans pour permettre à l'argent de rentrer que l'argent qui les intéresse. Et on connaît, nous Africains, je ne sais pas si c'est une erreur d'être africain, mais on connaît que c'est facile quand on met un chèque sur la table, c'est toujours facile de nous avoir. Et c'est ce qui se passe avec et il y a des fédérations qui ont réagi, même celle de la Guinée. Oui, certaines fédérations peuvent le faire, mais il y a des fédérations qui n'ont pas après, je pense que la publication a été supprimée quelques minutes après. Pour la Guinée, la publication supprimée quelques minutes après. Non, mais vous devez le faire, sinon vous attirez la foudre carrément. Est-ce que, par exemple, pendant les cérémonies de remise de Ballon d'Or ou des prix de Best, on a une fois vu le président de la CAF
prendre le prix et le donner à un joueur. Il n'y en a jamais, mais à chaque fois qu'il y a des cérémonies de CAF Hour, c'est le président de la FIFA qui est là, qui est obligé de citer le nom. Le président de la CAF, il est arrêté à côté, il est un peu, je ne sais pas comment exprimer le mot. On se surestime. On se sous-estime. On se sous-estime même pas, c'est parce qu'on a du mal à regarder en face les réalités. On a aussi cette possibilité-là d'avoir des subventions, d'être indépendant. Moi, ce que j'aime, c'est souvent... Justement, c'est la question. Vous vous arrêtez là. Vous vous arrêtez là. C'est la question. Est-ce que sans les subventions, on peut vivre? Tout de même. Après, on revient chez moi. C'est le débat que je lance. Est-ce que sans ces subventions-là, tout le monde le reçoit? L'UEFA le reçoit. Les autres le reçoivent. Mais c'est de créer des conditions. Mais Gianni Infantino n'a pas de subvention, mais il crée véritablement des canevas qui lui permettent de générer de l'argent. La CAF en est capable aussi. La CAF aussi en est incapable de le faire. On a des compétitions d'air. Attention, les fédérations qui font cette CAF vivent de ces subventions-là. Et la plupart de ces subventions ne viennent pas de la CAF, viennent de la FIFA. Il y a un PDG qui est là, qui est Gianni Infantino, qui aujourd'hui ravitaille le monde du le football mondial. C'est vrai, mais il est indiqué dans chaque instance continentale ou fédération nationale de créer des conditions pour le développement du football. Avec vous. Et là, si notre CAF ne vive qu'à la merci de la FIFA, mais voilà, on n'a que nos yeux pour pleurer. Ici, pour Gianni Infantino, nous sommes des bons élèves pour lui, pour faire son business. Est-ce qu'on peut dire merde à la FIFA? Désolé, désolé du terme. C'est impossible. Ah mais bien sûr. Moi je parle pas je parle sur le plan financier. Sur le plan financier, impossible parce que nous n'avons pas des politiques mises en place pour générer des entrées d'argent ou à part les compétitions, les ligues. Les stades ne sont même pas. Voilà, et c'est tout. Il y a tellement de critères qui ne sont pas remplis qu'on ne peut vivre que de la FIFA. Donc on ne peut pas se soustraire à la décision. Entre parenthèses rapidement, la Fédération guinéenne de football vient de nous dire qu'il n'y a plus d'argent. Si les subventions ne viennent pas, c'est compliqué. Mais justement, est-ce qu'on peut vivre sans ces subventions-là? Notre fédération et notre football à nous ici vit des subventions de cette FIFA. Donc tout ce qui est dit, on s'y conformise et c'est tout. Ah oui, mais parce qu'on n'a pas le choix. C'est pour cela que je posais la question. Est-ce qu'on a le choix? Non mais Hassan, pour moi, cette CAN qui va se jouer au Maroc aurait pu être la plus belle CAN de l'histoire. Je suis d'accord. Plus belle, quasiment, parce que ça devrait se jouer au mois de juin. C'est les vacances. Les gens sont libres, enfin, quand on dit vacances, c'est pas pour les employés, mais en termes, par exemple, les étudiants, sportifs, les écoles, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont en vacances, donc ça aurait pu permettre également à ce monde-là d'être présent à chaque fois, mais là, ça se joue pendant les périodes scolaires, certes en fin d'année, où les touristes auraient pu être présents. Il y a un fait que j'aimerais ajouter à ce niveau, c'est qu'aujourd'hui, le football européen, c'est quasiment le football qui est le plus suivi. La Coupe du Monde est la compétition la plus regardée. Après, il y a certainement, pour moi, la Ligue des Champions. Moi, je ne mettrai pas l'Euro. Moi, je mettrai la Ligue des Champions. Après, je prends la CAN parce que pour moi, l'engouement qu'il y a autour de la CAN est totalement différent par rapport à l'engouement qui est autour du football européen. Déjà, c'est une culture différente. On sait que les ambiances dans les stades ne sont pas les mêmes pendant la CAN et pendant les autres compétitions. Il y a cette différence de culture également qui attire les touristes, mais aussi les joueurs africains qui évoluent en Europe. Ils ont leurs propres supporters de ce côté qui ont envie également de leur voir évoluer avec leur pays dans d'autres compétitions. On a vu lors de la CAN en Côte d'Ivoire des supporters qui se déplaçaient de l'autre côté pour venir suivre des matchs de leurs joueurs en Afrique ici. Pour moi, ça aurait pu être la meilleure CAN, franchement, mais quand ça se joue au mois de décembre, c'est pendant les compétitions comme la Première Ligue, certes. Je ne sais pas si la Ligue des Champions serait certainement en pause, mais la Première Ligue joue, la Liga joue. Est-ce que pour un supporter en Europe, si le Barça joue aujourd'hui et que ça correspond à un match du Sénégal, est-ce qu'il va suivre le match du Sénégal ou le match du Barça? Je suppose que ça sera le match du Barça. Est-ce que tu as quitté l'indépendance? Ce problème Est-ce que l'indépendance est possible? Bien sûr que c'est possible. Non mais il le disait tout à l'heure, il faut créer quand même des cadres il a dit, mais attention, est-ce qu'on peut se séparer de la FIFA? Non mais je ne dis pas qu'il faut s'en séparer. Oui, quand je dis séparer, je sais, oui, allez-y. Toutes les instances bénéficient aujourd'hui d'une subvention de la FIFA. La FIFA est l'organe mère du football mondial. Aujourd'hui, on ne peut pas dire parce que l'UEFA
entre guillemets indépendante, que l'UEFA ne reçoit rien de la FIFA. Tout le monde reçoit quelque chose de la FIFA. C'est un droit pour la FIFA ou un devoir pour la FIFA de faire ses subventions et un droit pour les instances comme la CAF de les recevoir. Mais à un moment donné, il faut quand même être capable de se prendre en charge à un moment donné dans certains niveaux. Rien qu'à prendre l'exemple que... surtout que Michel vient de poser une question. Justement, vous parlez de cette Coupe arabe. Oui, la FIFA vient de... Surtout qu'on parle de la Coupe arabe aujourd'hui qui génère 2 fois plus d'argent. Mais c'est officiel. Que la CAN, bien sûr, qui est déjà une compétition reconnue désormais. Et déjà, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, pour être aussi prolifiques sur le plan financier? Moi, je pense que la CAF aussi pourrait avoir l'esprit ouvert à s'inspirer des autres, comment ça se passe, pour générer beaucoup plus d'argent. Le débat, il est énorme, mais on s'arrête là parce qu'on a d'autres thèmes à débattre dans cette émission. On espère que la CAF va relever la tête. Parce que là, franchement, ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup de problèmes qui s'y passent. Il y a même ce problème de CAF Awards. Non, mais si les clubs refusent désormais de lâcher les joueurs pour venir à la CAN, on serait plus surpris parce que la FIFA et la CAF leur ont donné l'occasion. Le problème, on ne finit pas d'en parler parce que même le ballon d'or africain, c'est la FIFA qui décide, ou France Football, au détriment de la CAF. Pourtant, c'est elle qui supervise nos compétitions, nos joueurs dans les compétitions européennes. C'est elle qui doit décider et proposer à France Football ou à la FIFA, voilà, c'est parmi en tout cas cette pléiade de joueurs qui évoluent au sein de l'Europe, voilà le meilleur parmi les meilleurs que nous vous proposons. Et on oublie les joueurs qui évoluent en Afrique, qui ont fait des compétitions, qui ont brillé, on les oublie carrément. On prend des joueurs qui évoluent en Europe, même si on sait que le championnat européen aujourd'hui, il est devant. Allez-y. Gianni Infantino, avant de terminer, moi, la meilleure politique qu'il a mis en place pour amadouer quasiment l'Afrique, c'est cette augmentation-là du nombre d'équipes pour la prochaine Coupe du Monde. Oui. L'Afrique est passée quasiment de 6 ou 5 à 9, voire même 10 équipes. Donc aujourd'hui, c'est un argument solide pour lui. Je ne sais pas si la façon dont il est présent en Afrique, est-ce qu'il est présent dans les autres continents. On augmente pour l'Afrique, mais ça s'augmente de l'autre côté. Non, mais on a augmenté pour l'Afrique parce qu'on a augmenté aussi le nombre d'équipes. On est passé de 32 à 48 équipes. Pour moi, ça dénature totalement le football et la Coupe du Monde parce que c'est quasiment une sorte de championnat maintenant. Ce n'est pas une compétition au bout d'un mois. 3 pays. On peut s'ennuyer bien voir des pays comme Curaçao ou je ne sais pas qui affronte Haïti, mais ce sont des matchs qui ne nous donneraient pas beaucoup d'envie à les suivre. Franchement, ça dénature. Alors, on va s'arrêter là pour ce débat. On va le continuer demain ou après-demain. On vous le promet. On va voir comment ça évolue, tout ça. On va continuer cette émission, bien sûr. On va parler de la Première Ligue. Maintenant, on le disait souvent dans cette émission, que Arsenal, c'est une bombe à retardement. Et voilà, ça a explosé encore une fois. Arsenal tombe à la dernière minute face à Aston Villa. Quelque chose qu'on n'y attendait pas tout passer. Oui, et c'est arrivé. À vous y attendiez. Parce qu'à chaque fois quand je parle d'Arsenal, tu me dis, non, Arsenal, moi, j'ai pas confiance. Pas du tout. Et franchement, là, moi, je pensais que cette année, ils allaient braver tout pour la première fois depuis longtemps, avoir ce trophée de Première Ligue. C'est pas étonnant pour nous parce que c'est un club qui ne finit pas. Pour moi, c'est étonnant, mais pour toi, c'est pas étonnant. C'est un club qui ne finit pas son épilogue à chaque saison. Ils nous vendent des rêves, ils nous font rêver de la coupe, en tout cas de cette première ligue, mais après, voilà, ils sortent également de la petite porte. Moi, je suis en train de suivre cette équipe, de cette lancée qu'ils ont entrepris il y a de cela 4-5 journées avec l'enchaînement de ces multiples victoires. Mais après, je me dis, attends, est-ce qu'ils seront, en tout cas une équipe de compétition? Je me suis dit que non. Certes, ils savent jouer des grands derbies, mais jouer la compétition, surtout qu'avec cette première ligue, ils n'ont pas encore les arguments à faire valoir devant d'autres adversaires. Et voilà, ça s'est avéré. Et on continue sur ça. Vous allez toujours voir cette équipe d'Arsenal chipper également et passer sur le dos de la cuillère à maintes reprises. Ou d'ailleurs, vous ne vous attendiez surtout pas. Et c'est là ils vont sortir par la petite porte et nous poser des ennuis, en tout cas il n'a jamais cru. Non, je ne vais jamais le croire. En tout cas, je ne vais jamais le croire, à moins que le libido de Manchester City, de Liverpool et tant d'autres adversaires tombe carrément et que Arsenal rime à maître suprême. Là, je vais y croire. Il y a une équipe qui a cru jusqu'à la fin. C'est Aston Villa. Villa Park a explosé quand le deuxième but est entré. Pour moi, c'est une grosse surprise. Parce qu'Arsenal a très bien commencé ce match et pouvait très bien finir ce match-là.
Mais comme je le disais, les démons d'avant sont revenus et attaqué la défense d'Arsenal. Et voilà, c'est tombé la première défaite depuis le début de ce championnat. Oui, pour moi, c'est pas une surprise. C'était pas quand même face à n'importe qui. C'était Aston Villa, une équipe qui est quand même 3e de Première Ligue grâce à cette victoire. Mais ils étaient sur une très belle série. On connaît Unai Emery, sa capacité à galvaniser son équipe. Ils n'ont pas connu un début de saison totalement réussi les Villains, mais ils savent se relever. Et Arsenal, comme il l'a toujours dit, c'est comme les gens aiment le dire, l'éléphant qui monte sur la branche de l'arbre. Et à un moment donné, il se trouve beaucoup plus lourd que la branche. Et finalement, il finit par tomber. Ça craint pour eux parce que Manchester City est revenu à 3 points seulement. Et un autre faux pas, ça relancerait totalement ce championnat qui est déjà relancé pour moi. Et Arsenal, c'est vrai qu'on pourrait quand même penser qu'il y a des absences parce que la défense titulaire est absente depuis un bon moment. William Saliba et Gabriel ne sont pas là. Et lors de ce match, je crois, c'est Timber et Nkapie qui étaient dans l'axe. Malheureusement, ils ont perdu sur une situation à éviter parce que c'était un gros cafouillage dans la surface de réparation en fin de match. Ça aurait été mieux pour eux de prendre 1 point que de perdre 3 points. Malheureusement pour eux, les adversaires, les concurrents sont quand même à leur talent et c'est à eux de se relever. Moi, je l'ai toujours dit que ça serait beaucoup plus compliqué. On est sceptique parce qu'on connaît cette équipe-là. On pourrait penser qu'ils ont pris beaucoup d'expérience, surtout lors des échecs récents en Première Ligue. Mais encore une fois, chaque saison a ses réalités. Arsenal a commencé cette saison beaucoup plus près avec beaucoup de recrutement. Peut-être pour les rassurer un peu, beaucoup de grands clubs sont tombés à Villa Park. Non mais ça c'est obligatoire pour beaucoup de grands clubs, c'est aussi ça. Mais après, Arsenal c'est quand même la gestion de 2 gros tableaux. Ils ont envie d'être très performants en Ligue des Champions. Ils viennent de battre le Bayern Munich qu'on considérait quand même comme une équipe inarrêtable après leur victoire face au Paris Saint-Germain qui était sur une très belle série également. Ils ont battu le Bayern Munich et ils sont aussi en tête de la Première Ligue. Donc à un moment donné, il pourrait y avoir quelques pressions, surtout que les joueurs qui étaient attendus ne répondent pas parce que Gyökeres c'est quand même 75 millions, mais ça marque pas beaucoup même s'il joue moins parce qu'il était blessé. Et en défense, on connaît quand Saliba n'est pas là, quand Gabriel n'est pas là, à un moment donné, ça peut marcher parce qu'ils ont beaucoup recruté. Il y a le jeune Mosquera qui remplace bien, il y a Nkapie qui est là, il y a Timber, qui que vous voulez, mais après, c'est pas les vrais leaders de la défense et à un moment donné, ça peut craquer. Parce que Mikel Arteta, lui aussi, entre guillemets, a ce petit côté d'orgueil qu'il ne parvient pas à corriger. Parce que moi, à un moment donné, il faut faire le dos rond, accepter qu'on se fait dominer parfois par l'adversaire, ne pas perdre un match, plutôt que de vouloir coûte que coûte remporter un match au risque de perdre comme une autre équipe avec le maillot blanc l'a fait tout récemment. On va en parler. Alors, ils ont fini par perdre. Alors, Arsenal est tombé, mais ce n'est pas seulement Arsenal. Il y a une autre équipe qui reste malade, c'est Liverpool, et on va en parler en rouge, hein, dans cette émission. Bien sûr, Liverpool a confirmé que son renouveau demeure très relatif alors que les Reds menaient au score à Leeds 2-0, puis 3-2. Ils ont finalement concédé un match nul, 3 buts partout dans le temps additionnel dans le cadre de la 15e journée de Premier League. Ils stagnent dans la 8e place du classement. C'est pas la place de Liverpool tout de même. Mais il ne faut pas oublier que Liverpool est malade actuellement. Ils sont souffrants et ils ne vont pas bien du tout. Et leur joueur phare, celui qui éclaire leur football, leur jeu, littéralement, je peux le dire, c'est Mohamed Salah. Il brille plus, Mohamed Salah. Il brille plus. On ne voit plus l'éclat, c'est-à-dire l'étincelle qu'il peut créer dès qu'il a le ballon. Et bon, les jeunes qui sont là, Gakpo et tant d'autres, Isaac, ils n'arrivent pas tout de même pas, ils peuvent pas apporter cette équipe d'entrée. Bien sûr que c'est leur première saison, il faut leur laisser du temps. Tout de même, je sais pas ce qu'il leur faut là maintenant, mais en tout cas, ça va pas du tout. La maladie peut-elle être incurable? C'est incurable, hein, parce que... mais c'est une question. C'est une maladie pour le moment, parce que si on additionne le nombre d'années de recherche de ce trophée de Premier League pour cette équipe, je trouve que pour le moment, ça reste à désirer, ça reste à rechercher, en tout cas les produits, les médicaments. 8e tout de même, Liverpool, champion d'Angleterre la saison passée.
Mais quand même, c'est pas ça. Là qu'on doit les retrouver. Non, pour moi, on parle d'Arsenal. Non, de Liverpool. Non, pour Liverpool, je trouve en tout cas un entraîneur qui, pour le moment, est arrivé à un moment de pioche pour son équipe où il est en train de trouver les pièces maîtresses pour pouvoir vraiment retrouver ils vont le chasser, tu vas comprendre, parce que c'est sa dernière chance. Le prochain match, je crois. C'est sa dernière chance, mais on ne peut pas mettre à l'eau tout ce qu'il a quand même apporté à ce club, malgré... Non, mais quoi qu'il en soit, c'est parce qu'il a bien fait. Sinon, s'il était aussi mauvais, mais ça allait encore. L'équipe était bien garnie. On allait encore parler autrement, mais cela veut dire qu'il a bien fait, même s'il a hérité en tout cas un travail bien planté par Jurgen Klopp. Moi, à mon avis, je crois que c'est un bon coach. À lui maintenant de retrouver certainement les problèmes et tirer en tout cas l'épingle de jeu, aller chercher en tout cas le titre qu'il faut pour un coach qui accuse certains joueurs de lever le pied et qui ne joue pas. Non mais attendez, mais une tête doit tomber, mais elle doit se protéger aussi. Non mais attends, il doit se protéger. Quand il y a des failles, il trouve les failles. C'est à lui de dire non, mais attention, c'est à cause de lui. Il a d'ailleurs attaqué directement le défenseur Ibrahima Konaté de Liverpool. Il dit tous les buts qu'on a encaissés, ça vient de lui. Pour le coup, je trouve qu'il a manqué quand même de responsabilité. C'est un très grand entraîneur. Il l'a prouvé à Feyenoord avant de venir à Liverpool parce qu'il a été champion aux Pays-Bas. Et sa première saison à Liverpool, on dit qu'il a terminé le travail de Jürgen Klopp, sauf que les 2 dernières années de Jürgen Klopp, il était beaucoup plus proche d'être viré que d'être conservé. Finalement, à cause de tout ce qu'il a accompli dans ce club, il leur a fait remporter la Première Ligue, mais aussi la Ligue des Champions. On connaît Liverpool, c'est un club qui donne beaucoup du temps à ses entraîneurs. Mais après, Arne Slot, aujourd'hui, je pense qu'il a un petit peu perdu le fil quand même de son équipe. Il n'arrive plus à les gérer sur le plan émotionnel, surtout parce que c'est vrai que Ibrahima, la charnière centrale ne l'aide pas beaucoup, notamment Konaté et Van Dijk. Certes, Van Dijk, avec toute l'aura qu'il a au sein de ce club, c'est le capitaine, ça serait compliqué quand même. C'est un compatriote aussi, ils sont tous les deux néerlandais, de lui tomber dessus publiquement. C'est plus facile de jeter la patate chaude à Ibrahima Konaté, qui pour moi aussi n'est pas exemple de tout reproche. Mais après, je pense que c'est le management global de Arne Slot qui part en faille. Déjà, on le voit, c'est cette guerre qui s'installe entre lui et Mohamed Salah. On a vu les sorties récentes de l'Égyptien qui dit qu'il se sent trahi par le club. C'est quasiment, pourrait être même, le match prochain pourrait être son dernier avec Liverpool parce qu'il a invité toute sa famille et il a dit qu'il ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc, certainement, après la CAN, il pourrait quitter Liverpool, on ne le sait pas. Peut-être qu'il va terminer ou peut-être que Arne Slot va sauter avant lui. On ne sait rien pour l'instant, mais moi, j'ai envie de dire quand même que ce club, comme je l'ai dit, qui n'avait pas l'habitude. Le cas de Mohamed Salah, on peut comprendre, il a fait des belles années avec Liverpool. C'est le moment peut-être de quitter ce club. Il y a des anciens quand même qui le reprochent d'avoir tout centré sur sa personne parce que l'équipe traverse une situation compliquée. Il aurait pu rester lucide et prendre le coup collectivement, mais il s'est senti trahi parce que lui, il ne joue pas. C'est parce que c'est à cause de ça Liverpool ne gagne pas. On ne peut pas dire cela. Ça, c'est son avis à lui. C'est une légende du club. C'est un très grand joueur de Liverpool. Mais après, aujourd'hui, globalement, moi, avec tout le mercato qu'a fait ce club, je l'avais dit en début de saison que je ne leur voyais pas faire une très grande saison cette saison parce que je connais très bien cette équipe. Ça prend souvent le temps. Avant que ça ne prenne, ils peuvent prendre du temps. Mais après, quand ça prend, ça va faire peur à tout le monde. Heureusement pour eux que le mercato va venir très bientôt et peut-être qu'ils auront l'opportunité de se renforcer sur le plan défensif parce que pour moi, cette charnière Konaté-Van Dijk est arrivée à la fin. Van Dijk est quasiment trentenaire, Ibrahima Konaté n'est pas en confiance, en tout cas il ne vit pas la meilleure saison de sa vie et il n'y a pas un autre défenseur central qui pourrait reprendre. Ils avaient voulu recruter Marc Guéhi de Crystal Palace, malheureusement ça ne s'est pas fait parce que c'est compliqué en première ligue de s'attacher les services d'un joueur. Il y a de l'argent chez tout le monde. Malheureusement pour eux, ils ont recruté beaucoup de joueurs offensivement, ça ne prend pas, mais j'aurais du mal à dire que c'est seulement Arne Slot le problème, même si ça se passe quand même dans les discours aussi dans le vestiaire. Et de ce côté-là, quand même, il est le premier responsable. Alors, il nous reste juste 5 minutes. Hein. Désolé, Mara. Il nous reste juste 5 minutes. Donc, du coup, on va consacrer ces 5 minutes-là à la Liga. Parce qu'il faut en parler. Il y a une équipe qui est tombée. Il y en a une qui monte en puissance. On va commencer justement par le nouveau leader de ce championnat, le Barça, qui a fait un spectacle énorme. Grâce notamment à un triplé de Ferran Torres, le FC Barcelone s'est imposé chez les Betis Séville. 5-3 samedi en Liga. On n'en parle pas trop. Hein. On va commencer par lui. Ferran Torres,
il est énorme avec le Barça. On n'en parle pas trop, mais dès qu'il rentre, il met son but. Ferran Torres. Important pour cette équipe, surtout que à l'absence de Lewandowski, il est là, il peut conforter et faire réaliser de belles œuvres. Là, il l'a prouvé avec un coup de chapeau, 3 buts déjà, ce qui élève son compteur à 11 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur, en tout cas du FC Barcelone, là, juste derrière Kylian Mbappé. Il est bien parti. Ferran Torres. Il est bien terminé Pichichi. Eh bien, pourquoi pas, parce qu'il est bien entouré, un Pedri qui voit... un petit monstre, Kylian Mbappé qui survole le championnat. Ils survolent le championnat, certes, mais ils n'arrivent tout de même pas à gagner. Donc ça, c'est ils n'arrivent pas à gagner un seul match. Un seul match. Ils n'arrivent pas à gagner un seul match. C'est quand même le joueur le plus décrié offensivement du côté du Barça, mais c'est celui qui marque le plus aussi. Pour moi, c'est quand même important qu'on reconnaisse enfin tout ce qu'il est capable de produire dans cette équipe. Moi, je ne suis pas totalement fan du joueur parce que pour moi, je ne le trouve pas trop élégant. Nous, on est fan du Joga Bonito, des joueurs qui font des petits ponts, qui font soulever le public, mais aussi qui marquent des buts. Et lui, c'est important. Pour le coup, il marque des buts. Des adeptes de Gaucho et autres. Et Neymar, par exemple. Voilà. Donc, pour le coup, il faut le reconnaître. Ferran Torres, il fait quand même un travail important au sein de cette équipe, mais je trouve qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur parce qu'on parle tout le temps de remplaçant direct de Robert Lewandowski. Ça veut dire que dans la tête des dirigeants, il ne part pas pour être titulaire alors que sur le terrain, il est performant. Et pour terminer rapidement, le Barça, comme on l'a toujours dit, avec le retour des cadres quand même, qui peut être entouré par des mecs comme Lamine Yamal, Pedri et autres et n'est pas marqué beaucoup de buts, je n'en trouve pas beaucoup. Alors, Passy, désolé, vous n'allez pas parler du Barça. On va parler du Real Madrid tout de même, parce qu'il ne reste que 2 minutes. Le Real Madrid, lui, a chuté à domicile contre le Celta Vigo. De qui? d'Ilex Moriba, monsieur. Qui a été énorme. Ilex Moriba, dans ce match, la récupération, aller de l'avant, distribuer les ballons. D'ailleurs, il a été là pour le premier but. C'est lui qui a construit... du début. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été l'homme du match, ou bien c'est lui qui a été. Non, pas du tout. Qui a inscrit un doublé. Ah oui. On va parler de ce match. Ouais. Le Real est en train de sortir du championnat ou pas? Non, pas totalement, parce que c'est un grand. Ils sont à 4 points du Barça. Ils ont l'ADN de ce championnat, quoi qu'il en soit, même s'ils vont laisser des doutes également chez nous, les supporters. Et de l'autre côté, il faut comprendre que ils sont en train... Bon, à mon avis, en train de voir comment jouer avec City. Et est-ce que, voilà, c'est pas ce qu'il a été la base. De l'avant. Voilà, la réserve de l'énergie. Ouais. Mais que finalement, à faute de se penser trop à Manchester City, voilà, il plante deux cartons rouges et après 2 buts dans les huissières. Voilà, voilà, donc vous voyez quoi. Donc cela veut dire que le timing, coaching, en tout cas, ça chevauché un tout petit peu. Mais voilà, on ne peut pas désespérer sur le Real Madrid comme pour dire que c'est fini pour le championnat. Non, on est au début, et en tout cas à la phase. Alors, ça commence à chauffer pour Xavi Alonso. Oui, je ne vais pas analyser la situation, je vais juste donner 2 informations autour de Xabi Alonso parce qu'il y a un ultimatum qui a été lancé. Ouais. On lui donne jusqu'à ce match de Ligue des Champions face à Manchester City. S'il perd cette rencontre, ça pourrait être son dernier avec le Real Madrid. Il y a 2 grands noms qui se dégagent, Zinedine Zidane et Jürgen Klopp. Oui, il y a Zinedine Zidane, il y a Jürgen Klopp selon score 92, mais aussi Arvalo Arbeloa qui est un ancien du Real Madrid qui est actuellement l'entraîneur des jeunes de ce côté. Donc il y a des noms qui sont cités. Et Xabi Alonso est sous pression. On sait qu'il n'est pas totalement d'accord avec l'ensemble de son vestiaire. Il y a des joueurs avec qui il ne s'entend pas. Donc, notamment Vinicius. Oui, mais effectivement, c'est un entraîneur dont on a vanté quand même les qualités du côté du Bayer Leverkusen. Mais c'est un autre niveau. Le Real Madrid, il y a beaucoup plus de pression et il y a des très grands joueurs à gérer. Malheureusement pour lui, il n'en arrive pas pour l'instant. Alors, le président du club du Real Madrid lui accuse carrément les cadres du Real Madrid pour lui du moins. Ils ont levé le pied, comme l'a dit l'entraîneur de Liverpool. Bien sûr, et quelque part, on doit les prendre. Et ils menacent même de les revendre. Bien sûr. Alors là, ce serait chaud, parce que là, ils sont sur une pente glissante, on peut dire. Ils ont laissé le FC Barcelone. C'est ça aussi Fiorentino Pérez. Voilà. Ils ont les moyens, en tout cas. Ils ont les moyens, ils peuvent voir encore le marché, ce mercato, quand il sera ouvert. S'ils peuvent renchérir encore une fois cette équipe et ramener d'autres cadres, pourquoi pas un Guirassy au Real Madrid. Fiorentino Pérez, il pourrait rapidement
il pourrait descendre quand même sur le terrain pour jouer le match prochain parce qu'il y a, des 10 défenseurs qui sont absents. Hein. Oui, j'ai vu votre publication, mais j'ai ri. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui parce qu'on n'a plus de temps, on a consommé nos 45 minutes, je crois. Alors, votre carton, rapidement. Carton à Patrice Motsepe qui carton gère... quoi? Carton vert, carton rouge du moins. Voilà, carton rouge à Patrice Motsepe qui gère ses business et non le football africain. Votre carton? À Neymar qui a permis, carton vert, qui a permis à son club Santos de se maintenir en première division brésilienne en enchaînant 3 matchs, 3 victoires avec des petits matchs comme ça. Allez-y, votre carton. Mon carton, il est rouge pour la clause non payée du basket guinéen, du football, du basket guinéen de la fédération. Justement, je vous ai écouté le temps. Franchement, c'est désolant. Voilà, et avec une performance pareille, ils doivent bénéficier de tout le soutien qu'il faut. C'est la moindre des choses. Moi, je donne un carton vert à l'ensemble de la technique de la régie, mais aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 avec Amadou Mario Diallo dans l'émission World Sport.